Bonjour tout le monde. Je commence d'abord avec le bilan de la dernière journée. On a 93 nouveaux décès pour un total de 1134 personnes. Donc, bien sûr, je veux offrir mes condoléances parce que faut jamais oublier que derrière ces chiffres, il y a des vraies personnes, des vraies familles. Donc, plus de 1000 familles qui perdent un membre. C'est important, c'est très triste pour tout le Québec. On a maintenant 20 965 cas. C'est une augmentation de 839. On a 1278 hospitalisations. C'est une augmentation de 54. On a 199 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 2. Évidemment que le grand défi qu'on continue d'avoir, c'est trouver le moyen d'attirer, d'amener du personnel additionnel dans nos résidences pour nos aînés. Je vous disais au cours des derniers jours qu'on avait besoin de 2000 personnes. Je vous disais hier qu'on en avait trouvé 1000. Effectivement, sur les 1000, il y a 350 médecins spécialistes. Je les remercie. Il y avait aussi des étudiants, des infirmières, des préposés qui étaient dans les hôpitaux. On pensait hier être capable de trouver l'autre 1000. Malheureusement, on n'est pas capable de les trouver. On a parlé avec, je pense, plus de 1500 médecins spécialistes, mais ce qu'on cherche, puis je le répète, c'est des gens à temps plein. Donc, il semble que c'est difficile d'aller à plus que 350 du côté des spécialistes. On continue à former des étudiants, mais qui ne sont pas prêts dès maintenant. Donc, on continue de manquer 1000 personnes. C'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui. On a demandé officiellement au gouvernement fédéral d'avoir 1000 soldats de l'armée canadienne qui vont venir dans nos CHSLD. Bon, évidemment, ce n'est pas des personnes qui ont une formation. Là. Les personnes qui avaient déjà une formation, il y en avait 65, peut-être un autre 65 qui s'en vient. Mais là, on demande 1000 personnes. C'est pas idéal, mais en même temps, je pense que ça va beaucoup nous aider là, à avoir des paires de bras additionnels pour faire des tâches qui sont moins médicales, puis aider le personnel qui est insuffisant actuellement dans les CHSLD à bien s'occuper de nos aînés, bien s'occuper des personnes qui ont besoin d'aide actuellement dans les CHSLD. On vit actuellement au Québec comme s'il y avait deux mondes. D'un côté, on a la situation très difficile dans les CHSLD, puis de l'autre côté, ben, il y a une situation qui est relativement stable, surtout quand on regarde à l'extérieur de l'île de Montréal et de l'île de Laval. Quand on regarde, par exemple, les décès, depuis le début, 74 des décès sont soit sur l'île de Montréal ou à Laval. Ça veut dire que quand on regarde l'ensemble des autres régions du Québec, la situation est pas mal stable, là, per capita, puis ça va quand même bien du côté là, de la propagation ou de la non-propagation de la COVID-19. C'est pour ça qu'on a continué nos discussions, entre autres hier soir, avec le docteur Arruda, le docteur Massé, pour déposer la semaine prochaine un plan de réouverture graduelle des écoles. Bon. On va donc déposer ce plan-là la semaine prochaine, mais je veux déjà rassurer les parents. On va s'assurer dans ce plan que les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer leur enfant à l'école ne seront pas obligés de les envoyer à l'école. Donc, ça, je veux que ça soit très clair. Puis on va prendre des mesures pour que ces enfants-là soient capables de faire le rattrapage nécessaire lors de la rentrée en septembre. Donc, c'est important. Puis je veux rassurer les parents qui préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à l'école, qui vont pouvoir les garder à la maison. Évidemment, ça va se faire par région. Donc, on va évidemment y aller de façon graduelle en commençant par les régions
où la situation est très stable. On va continuer au cours des prochains jours. C'est pour ça qu'on se donne encore jusqu'à la semaine prochaine déposer notre plan. Donc, je suis certain que le docteur Ouda, comme moi, on suit ça de jour en jour. Puis si les chiffres restent stables, entre autres dans les régions hautes que Montréal et Laval, bien, on va pouvoir procéder à la réouverture graduelle des écoles avec une certaine avec un certain nombre de directives. Même chose aussi du côté des entreprises. On va déposer la semaine prochaine un plan de réouverture des entreprises. Vous allez le voir, là, ça va être très graduel. L'idée étant d'y aller petit peu par petit peu, s'assurer au fur et à mesure aussi qu'on ne voit pas une nouvelle vague, qu'on ne voit pas la courbe de la contagion repartir vers le haut. Donc, on va faire ça de façon très prudente. Bon, évidemment, en annonçant un plan à l'avance, ça va permettre aux responsables des différentes entreprises de se préparer aussi à mettre en place les directives qui vont être proposées par la santé publique. Mais je veux juste vous dire là, que si les chiffres continuent de bien se maintenir, surtout à l'extérieur de l'île de Montréal et de Laval, on devrait être capable d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer la semaine prochaine, autant pour les écoles que pour les entreprises. Mes remerciements du jour, je veux remercier tous les travailleurs, toutes les travailleuses qui sont revenus dans le secteur de la construction résidentielle. Je sais qu'il y avait beaucoup de Québécois qui étaient inquiets, qui devaient avoir une nouvelle maison, un nouveau condo, un nouvel appartement le 1er juillet. Puis là, ils se disaient, bien, j'ai un déménagement de prévu, est-ce que ça va se faire? Donc, je veux remercier tous ceux et toutes celles qui sont revenus à l'ouvrage dans la construction résidentielle. Donc, je termine en vous disant, oui, la situation est difficile dans les CHSLD, mais quand on regarde à l'extérieur des CHSLD, puis surtout à l'extérieur de la région de Montréal et de la région de Laval, les choses sont quand même encourageantes. Et donc, je pense qu'on avance dans la bonne direction, puis on va finir par s'en sortir ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, en anglais. Good afternoon. The situation in senior residences is still critical. Today, we've asked the federal government to send 1,000 soldiers. 1 millier de soldats. Cela nous donnera plus de ressources pour nous aider avec des tâches non médicales. À l'extérieur des résidences pour aînés, la distanciation sociale et les mesures fonctionnent. Au cours des prochains jours, nous verrons si nous sommes vraiment sur la bonne voie pour aplanir la courbe. Et si cela va bien, la semaine prochaine, nous allons annoncer notre plan pour rouvrir les écoles. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la santé publique sera notre priorité principale. Je peux également vous dire déjà que les prochaines semaines et les prochaines semaines du calendrier scolaire jusqu'à l'été ne seront pas obligatoires, ce qui veut dire concrètement que les parents ne seront pas forcés d'envoyer leurs enfants dans les écoles qui seront ouvertes. Nous allons aussi, la semaine prochaine, annoncer notre plan pour redémarrer l'économie. Notre défi sera de redémarrer l'économie sans redémarrer la pandémie. Et les entreprises, avec notre plan, auront le temps nécessaire pour se préparer de manière appropriée. Alors, nous devons poursuivre nos efforts. On va traverser ces moments ensemble. Merci à tous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda, compte tenu de ce que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez l'intention d'obliger le port du masque? Vous voulez dire dans les réouvertures d'écoles et d'entreprises? Écoles, entreprises, la rue, le rendre obligatoire. Écoutez, la question est
Puis si vous voulez me permettre, c'était une des questions que je voulais vous parler. J'ai 3 sujets à vous dire. Je voudrais vous parler des décès. Je voudrais vous parler de l'invisible impact de l'arrêt. Et puis la question des masques. Fait que je vais commencer par mes 2 autres sujets, si vous me permettez rapidement, puis je vais aller à votre réponse. Très rapidement, je tiens à vous dire que sans vouloir minimiser, absolument pas, les drames des décès puis les souffrances que ça entraîne dans les familles, là, je tiens à le dire. Le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur. C'est comme comparer des pommes et des oranges et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital, qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Souvent, si on faisait ça, on serait un des endroits où on a le moins de décès. On aurait de très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur. Il y a des pays qui ne comptabilisent pas ce qui se passe en CHSLD ou dans leur réseau pour personnes âgées, publiques ou privées, parce qu'ils n'ont pas les systèmes. Puis s'ils comptabilisent, ils peuvent attribuer des fois la maladie à un autre facteur et non pas seulement au COVID-19. Nous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. On n'a qu'à voir ce qu'on fait comme chaleur accablante. Dans des situations où on a de la chaleur accablante, alors qu'on a très peu de cas qui attendent les coronaires ailleurs, nous, on les déclare pour des fins de vigie. Moi, je trouve aussi qu'il y a d'autres pays qui ne déclarent que les décès des personnes qui ont été testées. Ici, on compte les décès pour lesquels, je l'ai dit, il y a eu un lien épidémiologique, donc des cas qui n'ont pas été testés. Je voudrais aussi vous rappeler que à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré la situation. C'est pas pour minimiser la chose, mais c'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaye de camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu décider de ne pas mettre les liens épidémiologiques, mais on a décidé de le faire parce qu'on pense que c'est la réalité et c'est les plus proches. Et j'aimerais ça vous dire une chose, quand tous les États vont finir par compter les décès qui sont en haut des moyennes observées dans les années antérieures, vous allez voir là les vrais chiffres comme tels. Et donc, je tiens à vous dire qu'on verra dans le temps comme dans le temps. Puis à ce moment-là, on pourra faire des meilleures analyses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Québec. L'autre élément que je trouvais très important qu'on dise, parce que je trouve qu'on doit ça comme information à la population québécoise, on a fait un arrêt très important, très précoce. Les experts indépendants de moi nous disent qu'on a sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec par l'impact qu'on a eu sur la transmission communautaire. Donc, on a eu un système de soins qui n'a pas été surchargé, parce qu'on s'attendait à ça, mais cette décision-là, elle a eu un impact important qui est invisible, que j'appelle l'invisible impact, et qu'on a tous tendance à oublier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire une réouverture très progressive pour éviter que cet invisible impact redevienne visible et qu'on surcharge notre système de soins. Maintenant, pour répondre à votre question sur les masques et ce que j'appellerais les couvre-visages, oui, nous allons faire la recommandation de le porter surtout quand on n'est pas en situation de respecter le 2 mètres, c'est ce qui va être fait. Maintenant, en ce qui a regard avec l'obligation, les pénalités, est-ce que ça doit être fait dans les transports en commun, là? On est en train de regarder ça. Je peux vous dire que ça va sortir très rapidement et surtout avant la période de déconfinement. Mais vous comprendrez qu'on va prendre toutes les mesures pour qu'elles protègent les gens. Et je vais encore le répéter, cette mesure de masque ou de couvre-visage ne sera efficace que si les gens le portent adéquatement, ne se contaminent pas et surtout n'oublient pas de se laver les mains. Je sais que je dis et je répète et je radote, mais je vous dis, ça va être fait. Il va y avoir des enseignements pour aider la population québécoise à le faire, mais surtout, ne nous mettons pas à la queue leu-leu à 1 mètre en pensant que le masque nous protège comme un super-héros. Je vous remercie. Peut-être revenir avec votre question, M. Laforêt. Non, il a répondu à ma question. Ça répond. Bon, avez-vous une question? Ma question maintenant. Oui. J'ai une note entre les mains que j'aimerais brièvement vous lire, là, qui a été envoyée à tous les médecins du CIUS de Laval par l'officier de prévention et de contrôle des infections et le chef de service en microbiologie.
Il est écrit, entre autres, pour les médecins, qu'il n'y a aucune indication, c'est écrit en caractère gras, qu'il n'y a aucune indication de porter un masque N95 en CHSLD actuellement, qu'il n'y en a aucune en CHSLD chez les résidents suspects ou confirmés à la COVID-19. C'est également écrit que exiger de porter un N95 est irrespectueux des collègues qui en dépendent pour leur sécurité, les stocks étant toujours limités. Cela amènerait aussi un message très contradictoire au personnel qui n'en porte pas. On dit également qu'il n'y a aucune consigne, tant de la santé publique que du ministère de la Santé, à l'effet qu'il faille s'isoler 7 jours avant de revenir au travail régulier en zone froide. Est-ce que c'est le cheval de Troie qu'on craint? Je vais vous redemander là, la deuxième partie de votre question, mais pour le N95, c'est clair que c'est un masque qui est porté quand on a à faire des interventions invasives. Alors, c'est souvent le masque qui est porté, par exemple, en milieu hospitalier. Par exemple, quand vous intubez quelqu'un, vous faites une chirurgie avec quelqu'un qui a le COVID-19, vous devez porter un N95. Alors, si on le dit autrement, là, que ce que vous avez lu, on doit comprendre que dans les autres circonstances, notamment en CHSLD, on porte le masque de procédure. Alors, c'est cette clarification, je pense, que la personne voulait faire. Là. Merci. Prochaine question. Aussi, le cheval de Troie. Oui, j'ai pas très bien compris. Là. Il n'y a aucune consigne du ministère de la Santé et de la Santé publique qu'il faille s'isoler 7 jours avant de revenir au travail régulier en zone froide et que les gens peuvent circuler d'un endroit à l'autre. Après qu'on soit revenu d'une zone chaude, j'imagine, est-ce que c'est ça que je dois présumer? Oui. Bien, écoutez, on va regarder ça, là, avec la santé publique. Peut-être Dr. Arruda veut intervenir? Écoutez, c'est clair que ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on est en train de regarder effectivement cet élément-là, parce qu'il y a même eu des orientations en lien avec les personnes qui ont été malades. Ça prend 2 tests négatifs pour être en train de réévaluer tout ça. Il faut comprendre qu'ici, il faut balancer ce qu'on appellerait, je vous dirais, s'il y a un problème de service, qu'on va se retrouver dans une situation où il y a un bris de service, bien, il est possible que quelqu'un qui soit asymptomatique. C'est sûr, là, dès que les gens ont des symptômes, au moindre symptômes sont testés, puis on ne les laisse pas revenir. Mais si les gens pourraient revenir avec des équipements de protection personnelle, effectivement, en appliquant les mesures de façon importante, surtout, ce n'est pas d'histoire de bris antérieurement. Fait que ça peut arriver dans certaines situations où, parce que si on laisse les personnes sans soins, l'effet est beaucoup moins... l'effet de laisser quelqu'un sans soins ou un bris de service pourrait avoir des mortalités associées à ce sens-là. C'est une possibilité qui doit être évaluée par l'établissement au cas à cas, comme tel. Merci. Prochaine question, Olivier Bossé, donc Le Soleil. Bonjour. Monsieur Legault, vous avez parlé abondamment des préposés aux bénéficiaires dont il faut augmenter le salaire. Est-ce que quand même vous reconnaissez que l'attractivité de cet emploi-là ne tient pas qu'au salaire, mais aux conditions de travail, aux horaires et beaucoup au ratio patient-préposé? Bien, effectivement, quand on regarde depuis 1 an et demi, là, on a beaucoup augmenté les budgets dans les CHSLD, mais les postes sont restés affichés, mais non comblés. Donc, ça veut dire que parce que le salaire n'était pas attrayant, il manquait de personnel. Donc, le personnel qui était là avait une tâche plus difficile puisqu'il manquait de personnel. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux. Le fait qu'on manque de personnel à cause du salaire crée un problème additionnel parce que les personnes qui sont là, bien, doivent travailler plus que la normale parce qu'il y a des postes de non comblés. Est-ce que, là, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que, une fois qu'on aurait tous les postes comblés, est-ce qu'on doit continuer de les augmenter? Bien, dans le fond, quand on a augmenté les budgets des CHSLD, c'était ça notre intention, c'était d'augmenter le nombre de personnes, donc de modifier les ratios. Mais là où on n'a pas réussi, c'est que les postes sont restés non comblés. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où même si on a augmenté le budget, on n'a pas dépensé l'argent parce qu'on n'a pas attiré personne. Donc, on ne peut pas vraiment le savoir. Est-ce que ça aurait été correct si tous les postes avaient été comblés? Ma deuxième question pour Dr. Arruda. Pour l'instant, on n'a toujours pas de médicaments ni de vaccins. Donc là, on parle du déconfinement de semaine après semaine, mais est-ce qu'on peut penser que la santé publique a un plan de plus que plusieurs mois, mais on parle d'années là, pour
pour combattre ça? Mais écoutez, c'est toujours difficile de faire des projections. Comme vous le savez, le SRAS est disparu à un moment donné, le premier SRAS, le virus du SRAS. Celui-là, on ne sait pas comment il va se comporter. C'est clair que c'est pour ça aussi, quelque part, un vaccin et un traitement, c'est pas pour demain matin. Puis on ne peut pas maintenir une société enfermée comme ça. Il faut comprendre que les confinements ont des effets pervers sur la santé mentale des gens, sur la violence qui peut être faite aux femmes, aux enfants, sur les dépressions, sur des questions d'anxiété, de santé mentale. Là, puis il faut qu'une société fonctionne, sinon ça ne marche pas. Donc on a cet équilibre-là à regarder où on va déconfiner progressivement, etc., intervenir, évaluer. Si jamais on se rend compte que dans un secteur d'activité ou un certain type de milieu de travail, il y a de la transmission de cas, il faut encore faire ce qu'on a fait. Chercher les cas, chercher les contacts, les isoler et faire les interventions. Puis on va mettre les données aussi dans des scénarios pour voir un peu quel est le niveau de R0 qu'on a. Donc, c'est clair qu'on en a. Écoutez, je pense pas qu'à Noël, je ne sais pas. Tu sais, j'aimerais bien ça vous dire qu'au 24 juin, on va tout être ces plaines en train de fêter ensemble, mais je pense que c'est un scénario qui est peu réaliste. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, je vous dirais, pour vacciner les groupes, puis un vaccin qui soit sécuritaire, parce qu'on ne veut pas non plus vacciner les gens avec n'importe quoi, tant qu'on n'aura pas un traitement comme tel, c'est clair que ce virus-là va probablement revenir, s'éteindre peut-être comme les autres virus en période estivale, revenir vers les automnes. Et c'est pour ça que notre plan de match va être à regarder. Puis à mesure qu'on aura des nouvelles connaissances, on verra aussi comment on va agir. Mais il est possible qu'on parle encore de coronavirus en 2021, malheureusement, ou même jusqu'en 2022. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse. J'aimerais ça que vous nous expliquiez comment ça se fait qu'on arrive, qu'on ne soit pas capable d'aller chercher 1000 personnes supplémentaires dans le réseau avec tous les moyens qu'on s'est donnés, que ce soit les fonctionnaires, les finissants. On a vidé les hôpitaux. On avait 80% des médecins spécialistes hier qui nous disaient qu'ils n'avaient pas encore été appelés par le ministère. Le fait d'aller chercher l'armée, est-ce que ça veut dire qu'on a sous-estimé le défi de faire atterrir tout ce monde-là dans le réseau? Ou est-ce que ça veut dire que la situation est trop urgente et on n'a pas le temps d'aller chercher ces gens-là, ça nous prend l'armée? Bien, écoutez, vous avez vu comme moi, là, puis moi, je me suis fié à ces chiffres-là, qu'il y avait 2300 médecins spécialistes qui étaient prêts à venir travailler dans les CHSLD. La réalité, c'est que quand on demande aux médecins spécialistes, êtes-vous prêts à venir travailler à temps plein pour 2 semaines à partir de maintenant, il y en a 350. Donc, c'est certain là, que, dans le fond, on a peut-être surestimé le nombre de médecins spécialistes qui pouvaient venir dans le réseau des CHSLD. Mais est-ce qu'on a sous-estimé le défi de faire atterrir? Tu sais, c'est bien beau de dire on va aller chercher des finissants, mais en pratique, qu'ils atterrissent dans le réseau, c'est plus compliqué que ça, non? Bien, si j'avais 2000 médecins spécialistes, de les faire atterrir, comme vous dites, c'est possible. Ça peut prendre quelques jours, puis il peut peut-être avoir une période là où les gens doivent s'habituer à travailler ensemble, mais il n'y en a pas 2000, il y en a 350. Hein. Donc, il nous manque de bras. Là. Merci. Maintenant, au tour de Geneviève Lajoie, le Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Vous avez parlé des chiffres tout à l'heure, M. Arruda. Nous avons demandé à 2 reprises quand même s'il y avait des sous-évaluations, des décès. Puis vous nous avez dit que vous étiez confiant de vos chiffres là, dans les dernières semaines. Bon, on lit ce matin que vos données pourraient être considérablement sous-estimées. Qui dit vrai et pourquoi ne pas avoir dit avant qu'il y aurait des milliers de décès? On l'a dit qu'on ne savait pas, qu'on n'allait pas prédire les choses sans savoir. C'est clair que, bon, des milliers de décès, il y a eu des scénarios quand même qui en prédisaient plusieurs. On avait un scénario qu'on appellerait optimiste, un scénario qui était pessimiste, puis on est quelque part entre les deux, si vous me permettez. Puis comme je vous le dis, là, il y a toujours aussi la question des délais. Hein. Les gens pensent que les gens, quand ils décèdent, ils n'ont pas une puce qui avertit automatiquement dans les systèmes d'information au ministère qui sont décédés. Hein. Nos données proviennent des cas qui sont disponibles à 6 heures. Les gens meurent plus souvent la nuit. Hein. C'est entre 6 heures du soir puis la nuit, ils meurent plus. Ils ne seront pas comptés dans les statistiques. Il faut que le médecin ait évalué le patient.
parce que des fois, les gens, il ne faut pas penser qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, automatiquement, le médecin est rendu sur place. Ça prend un certain nombre d'heures. Il faut qu'il envoie cette formule-là à la direction de santé publique, qui va vérifier les informations. Si vous voulez savoir d'où il venait, ce patient-là, le CHSLD, s'il meurt à l'hôpital, puis vous voulez savoir d'où il venait, il faut aller voir le cas, où il était antérieurement, puis voir qu'est-ce qui est devenu en termes d'évolution. Donc, ça prend une enquête de la santé publique, de regarder la donnée, vérifier si c'est quelqu'un qui est mort du COVID-19 ou qui est mort d'une autre cause, etc. Donc, tous ces processus-là, il faut qu'on n'a pas un portrait instantané. Et c'est normal que, par exemple, dans un CHSLD, vous vous disiez, il y en a 77, puis dans les chiffres du ministère, il y en a seulement 53. Mais si on commence à mettre des données mêlées dans notre chiffre statistique, puis deuxièmement, moi, ce qui m'importe, c'est pas la statistique, c'est que les actions se fassent. J'ai besoin de la statistique pour planifier où c'est qu'on s'en va. Mais une fois qu'il y a 2 décès ou 3 décès dans un CHSLD, là, c'est l'intervention qu'il faut faire comme telle. Je préfère que mes gens soient en train de s'organiser pour que l'application et qu'il y ait des travail qui se fassent adéquatement dans le réseau de la santé que de me remplir des formulaires de statistiques. Mais en même temps, on en a besoin. Puis on est en train de peaufiner le système pour avoir le minimum d'efforts pour les individus, mais en ayant la bonne donnée. Fait que moi, je suis très fier, je pense, du système qu'on a mis en place. Il pourrait être merveilleux. Si on avait les systèmes d'information, si on avait des dossiers médicaux informatisés, puis si on avait tout était interrelié, automatiquement, on avait accès. Puis deuxièmement, on a des enjeux aussi avec la Commission d'accès à l'information. L'information ne peut pas être transmise aux centrales si elle considère des informations qui sont comme telles. Fait que quelque part, les chiffres qu'on a, là, honnêtement, là, moi, je pense qu'ils sont assez près de la réalité, mais il y a un délai, bien entendu, dans le temps. Et avec les médias sociaux, avec toute la vitesse qu'on a, l'instantanéité des choses, c'est clair que vous allez entendre dire un établissement qu'il y a plus de morts dans l'établissement que ce qui est sorti, parce que c'est déjà les chiffres de la nuit dernière. Puis en même temps, avec les délais qui vont entraîner, le médecin n'a peut-être pas fait le constat de décès, etc., etc. Fait que c'est ça qui fait que, comme tel qu'on pourra vous montrer un jour, quand on aura le temps de faire ça, comment ça se passe, la collecte d'informations. Vous avez demandé l'aide de tous les employés du réseau de l'éducation dans les derniers jours. Ils ont reçu encore une fois hier une demande pour prêter main forte dans les CHSLD. Ce sera quoi la procédure pour les enseignants qui vont aller travailler dans les CHSLD, par exemple? Est-ce qu'ils devront rester 14 jours en isolement après leur retour, puisqu'on sait qu'il y a une pénurie quand même d'enseignants dans les écoles? Comment concilier ça avec la réouverture des écoles? D'abord, il faut dire qu'on parle des enseignants qui enseignent en sciences de la santé. Là. Donc, c'est un petit pourcentage des enseignants qu'on interpelle actuellement pour venir dans les CHSLD. C'est tout le monde qui a reçu, toutes les catégories d'emploi ont reçu une demande cette semaine à 2 reprises du ministère de l'Éducation. Tous les emplois, toutes les catégories d'emploi, venez nous aider dans les CHSLD. Ces gens-là c'est des enseignants, des secrétaires, et vont faire quoi quand elles vont revenir des CHSLD, puisqu'on compte quand même réouvrir les écoles à un moment donné? En tout cas, il n'y en a pas beaucoup là, pour l'instant. On a 740 enseignants et étudiants qui ont répondu à l'appel. Alors, effectivement, on se concentrait sur les gens qui ont une formation en santé. Donc, on va vérifier, là, mais c'est 740 là, à date qu'on a embauché. Donc, on ne voit pas qu'il y aurait nécessairement un grand impact, puis on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font à distance également. Il faudra prévoir, là, effectivement, de voir avec l'éducation quelle sera la transition pour ces gens-là en lien avec la santé publique. Merci. Alors, toujours en simultané, une question. Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour. Sur l'armée, au lieu d'attendre après les médecins, les enseignants en soins de santé, les bénévoles, pourquoi ne pas avoir fait appel à l'armée il y a 10 jours? Un déploiement facile, rapide, massif, des gens qui sont capables de rester plus que 2 jours dans un CHSLD. À quelque part, pourquoi et le regrettez-vous? Bien, écoutez, moi, je l'ai répété, là, puis c'est sorti. Le samedi soir, j'ai parlé avec la présidente de la FMSQ, puis je lui ai dit, on a besoin de personnes à temps plein dans nos CHSLD parce qu'il y a des milliers de personnes infectées qui restent de mourir. Moi, je pensais qu'on serait capable de trouver des médecins spécialistes, là, 1000, 1500, 2000 médecins spécialistes qui seraient capables de venir à temps plein dans les CHSLD. Le résultat, c'est qu'il y en a 350.
Donc, c'est sûr que si j'ai le choix des gens qui savent comment porter les équipements de protection individuelle, qui ont des notions de base en santé, et un soldat qui n'a pas de connaissances ou de qualifications en santé, j'aime mieux des personnes qui viennent du réseau de la santé. Mais on est obligé de se rendre compte là, qu'on n'est pas capable. On en a trouvé 1000, donc la moitié qu'on a besoin, mais il en reste 1000. Donc là, on demande aux gens de l'armée. Ça ne sera pas idéal, mais au moins, ça va être des bras pour nous aider. En vue du plan de déconfinement, M. Arruda, on entend beaucoup de choses sur l'immunité collective. On comprend que l'incidence de la maladie sur la population est assez faible. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus et dans quelle proportion les Québécois doivent attraper la maladie pour qu'on puisse en arriver à un déconfinement plus généralisé? Écoutez, vous posez des bonnes questions. J'aimerais ça pouvoir encore avoir une puce chez les Québécois pour qu'ils me disent que je suis infecté, puis on reçoit l'information, puis c'est dans un système d'information, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On pense qu'il n'y a pas une très grande proportion des Québécois qui ont été infectés, particulièrement avec ce que je vous ai dit tantôt, avec les mesures qu'on a faites d'arrêt importantes qui ont sauvé entre 30 000 et 60 000 vies, selon ce que m'estiment mes experts, jusqu'à la fin de l'été. Là, je parle jusqu'à la fin de l'été. Donc, c'est une petite proportion. Et maintenant qu'on pense que le R0 de ce virus-là, qui était estimé en Chine entre 2,8 et 3 quelque chose, qui est plutôt autour de 5, bien, ça veut dire que ça va augmenter la proportion d'individus qui doit être immunisés. On pourrait passer de 60 de la population immunisée à 80 de la population qui devrait être immunisée avant qu'on ait ce qu'on appelle un ralentissement assez significatif. Donc, ça va nous comporter des défis beaucoup plus grands. Les études qu'on va faire en faisant ce qu'on appelle du dépistage aléatoire dans certaines populations ou régions pour voir, parce que vous comprendrez aussi qu'on aura sûrement une transmission communautaire beaucoup plus élevée à Montréal-Laval, donc un taux de conversion beaucoup plus élevé là-bas que si on est à Bas-Saint-Laurent, d'ailleurs, qui est un endroit où on dit qu'il se passe pas beaucoup d'activités. Et ça, plus les études séroépidémiologiques, c'est ça qui va nous donner réponse. Puis aussi, pas l'expérimentation, mais la réouverture progressive, puis voir comment, dans les milieux, ça va se propager, ça va être un indicateur. Puis je tiens à rassurer les gens, là, notre principale priorité demeure la santé, tout en pensant aussi qu'il faut être capable de réouvrir l'économie, ne serait-ce pas pour des questions financières, pour des questions d'éviter d'autres drames, des suicides, des gens qui vont, des divorces à cause de la situation économique, des problèmes de santé mentale, etc. Là, une société, ça fonctionne aussi en étant dans l'action. Mais on ne mettra pas en péril les gens. Si on rouvre les écoles, ça va se faire avec des façons de travailler très différentes. On ne sera pas comme l'école d'avant. Hein, la distanciation sociale va devoir être quelque part respectée. Si elle n'est pas respectée, il y aura des masques qui seront utilisés comme tels. Donc, c'est tout ça qu'on va faire. Mais j'ai hâte d'être capable de vous dire qu'on est dans une transmission qui va être adéquate. Puis, comme d'autres pays ont aussi eu une expérience avant la nôtre, on va pouvoir regarder ce qui se passe là-bas avec des meilleures données. Merci. Autour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Monsieur le Premier ministre, dans la perspective de rouvrir les écoles, quels seront les moyens que vous envisagez pour connaître l'état de la pandémie parmi les élèves, le personnel enseignant, le personnel des écoles, etc. Est-ce que, par exemple, vous allez demander à ce qu'il y ait des tests qui soient passés de façon régulière chez les gens qui vont fréquenter les écoles pour savoir qui l'a pas, etc. Un peu comme on avait décidé de faire dans les CHSLD, là, de dire on va tester tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer aux écoles également? Oui, ça pourrait s'appliquer aux écoles, ça pourrait s'appliquer à des groupes d'âge de population qui sont là. Il y a plein de stratégies là, qui vont devoir aussi, il ne faut pas oublier, il faut que le test soit fait à la bonne période, parce que s'il est trop tôt, il faut le répéter, puis tester les enfants, c'est pas toujours évident, mais il y a probablement des tests qui pourront être faits chez certains travailleurs, là, des adultes, parce que c'est plus simple. On vous le rappelle encore, heureusement, les complications chez les enfants sont excessivement rares et ils vont faire, en les immunisant de façon un peu naturelle, on les aide en fin de compte.
mais on ne s'organisera pas pour exposer, par exemple, des professeurs ou des gens en garderie qui ont des problèmes de santé ou qui ont un certain âge. Mon autre question touche l'immunisation naturelle. Est-ce que ça veut dire que les régions qui sont moins touchées, comme par exemple, on parle beaucoup du Bas-Saint-Laurent, où il y a presque pas de cas là-bas, et puis ça fait un bout de temps d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas dans cette région-là. Est-ce que les régions moins touchées vont être plus à risque par la suite qu'il y ait un retour de la pandémie une fois qu'on aura ouvert, étant donné qu'il y aura moins d'immunisation naturelle dans ces communautés-là? Comme par exemple à Montréal, on comprend qu'il va y avoir beaucoup d'immunisation naturelle, en termes de nombre en tout cas, alors que dans les régions, on en aura peu. Est-ce que les régions vont être plus à risque à ce moment-là? Bien, ça va dépendre de comment ils vont être bombardés par le virus. Si vous me permettez, le virus a été très bombardant dans la région de Montréal pour toutes les raisons qu'on a déjà dit, notamment les effets avec New York, etc. Ce qui va arriver là-bas, c'est clair que si on regarde la variable immunité ou virginalité des personnes envers le virus, ils vont être plus bas, donc c'est un facteur qui va augmenter. Mais comme on va réouvrir progressivement les choses, etc., on va essayer d'éviter le bombardement qui va faire qu'eux vont développer leur capacité. Mais c'est tout ça qu'il faut être capable de regarder. Et en fait, il faut comprendre que chaque région a sa propre épidémiologie, puis devra avoir le plan qui est adapté en fonction de l'épidémiologie. Ça peut dépendre de leur secteur d'activité, de comment, de leur proportion de personnes âgées ou pas, de comment les contacts sont plus fréquents dans les grosses villes, comme Montréal. On a des contacts beaucoup plus fréquents que quand on est en périphérie, dans le Bas-Saint-Laurent. Allez prendre une marche à Montréal, plus de chances d'avoir des contacts avec quelqu'un que si vous la prenez dans votre propre terre au Bas-Saint-Laurent. C'est tout ça qui sont des variables qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a des caractéristiques associées à la quantité de personnes immunisées, mais aussi des comportements puis de l'environnement dans lequel les gens vivent. Merci. Prochaine question. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, dans l'optique d'un déconfinement graduel, faut-il se faire à l'idée qu'une partie de l'économie ou du réseau scolaire pourrait ne pas reprendre ses activités avant 2021, ou encore quels seraient les secteurs qui seraient susceptibles de ne pas être actifs avant 2021? Bon, d'abord, je vous le dis, la semaine prochaine, on va déposer un plan de réouverture des écoles, puis un plan de réouverture des entreprises. Donc, je ne veux pas me scooper moi-même. Puis, en plus, c'est pas une question de scoop, c'est une question de s'assurer durant les prochains jours que les données restent stables. Mais disons que, sans dévoiler les plans, là, on parle d'un plan de réouverture qui va s'étaler jusqu'à l'automne, je crois en septembre. Donc, on pense être capable, si on parle des entreprises et des écoles, d'être capable de réouvrir d'ici septembre les deux secteurs. Bon, là, toute la question qui reste, ce sont les rassemblements, les activités culturelles, sportives. Ben, ça, est-ce que ça ira en 2021? C'est pas impossible. Oui. Allez-y, madame. Oui. C'est que c'est pas tout à fait lié au sujet, mais vous allez me permettre, parce que effectivement, on parle de déconfinement graduel, mais moi, j'aimerais vous parler 2 minutes de reprise graduelle là, de certaines activités hospitalières, parce que je voudrais avoir l'opportunité d'en parler aujourd'hui rapidement. J'en ai parlé hier un peu, mais on me confirme effectivement qu'on va reprendre certaines activités chirurgicales. On va monter à des volumes d'autour de 40 dans l'ensemble des hôpitaux du Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, par exemple, des greffes qu'on avait cessées, des greffes du foie, des chirurgies vasculaires, par exemple, pour des anévrismes. On va reprendre ça. On va reprendre aussi les activités d'imagerie médicale pour l'ensemble du dépistage là, de maladies liées au cancer beaucoup. Si on pense aux mammographies, ça va être repris aussi. Alors ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. L'endoscopie va reprendre. Évidemment, ce que je veux dire à la population, c'est qu'on va appliquer les principes de distanciation physique dans les cliniques externes, dans tout ce qui est ambulatoire, là, puis au sein de l'hôpital. Vous savez que nos hôpitaux, maintenant, fonctionnent différemment d'avant la pandémie, zone froide, zone chaude. Je veux rassurer la population que l'organisation est bien en place et que c'est sécuritaire. Donc, j'invite les gens
à venir pour leur suivi. Les médecins sont là pour vous, je le redis. N'attendez pas pour des maladies chroniques, par exemple, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui sont annulés. Et quand on attend, c'est pire. J'ai reçu une lettre du président de l'Association des chirurgiens cardiovasculaires qui faisait état de patients qui se sont présentés trop tard à l'urgence, malheureusement. Alors, moi, j'invite la population à venir, évidemment, voir le médecin ou, quand c'est urgent, ne pas attendre et venir appeler l'ambulance et venir à l'urgence. Alors ça, ce sont des bonnes nouvelles. On reprend un peu plus d'activité dans les hôpitaux. Docteur Arruda? Mais je vais ajouter une chose, je m'excuse. Par contre, puis tu vas être d'accord avec moi, Daniel, on recommence les activités semi-urgentes. Okay? On n'a jamais arrêté les activités urgentes. On recommence les activités non urgentes. Mais les activités qui peuvent être reportées devraient continuer d'être reportées. Puis les médecins spécialistes qui sont disponibles devraient venir dans les CHSLD. Peut-être tu peux le dire à ta façon. Monsieur le Premier ministre, vous avez absolument raison. Faut le préciser parce que c'est pas toujours facile à expliquer, pas toujours évident à comprendre. C'est un équilibre qui est pas simple. Mais effectivement, moi, je l'ai toujours dit, quand on a demandé les médecins spécialistes et les médecins spécialistes inactifs, on n'ouvre pas les chirurgies électives, absolument pas. On ne peut pas, à cause, entre autres, là, de la non-disponibilité ou la disponibilité qui est insuffisante là, des médicaments, des sédatifs. Alors, tous ces médecins-là, spécialistes, sont disponibles. Mais évidemment, quand on reprend certaines activités, ça ne touche pas les activités électives. Là. On y va avec les semi-urgentes, mais vous savez, une semi-urgente qui attend depuis un mois, bien, ça devient urgent. Alors, c'est ces activités-là qu'on reprend, puis toute la question du dépistage aussi, qui est bien important. Docteur Arruda. Monsieur le ministre, permettez-moi. Je veux répondre. J'ai vu dans le non-verbal d'un de vos collègues que ma réponse ne l'a pas satisfait en lien avec la situation du Bas-Saint-Laurent. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les faits, dans les stratégies qui pourraient être faites dans ces régions-là, où le risque serait plus élevé parce qu'il n'y a pas eu de transmission, ce serait de maintenir un confinement des personnes à risque plus longtemps. Et à ce moment-là, de laisser les jeunes s'exposer et à ce moment-là, diminuer. Ça fait partie d'une stratégie. Là, peut-être que ma réponse ne répondait pas à votre préoccupation. Compte tenu que je veux quand même répondre le mieux possible à vos questions, je me permets, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été en compétition avec nous trois. Hein? On a eu quand même beaucoup de prises de parole depuis les quelques dernières secondes. Merci. Alors, en sous-question, M. Bergeron. Merci. Monsieur le Premier ministre, vous en avez appelé souvent à la fierté québécoise tout au long, depuis le début de votre mandat, en fait, et même encore récemment, lorsqu'on combattait la pandémie au début. Et là, quand on voit que donc les chiffres sont assez graves dans les CHSLD et qu'on fait maintenant appel à 1000 soldats qui sont plus ou moins formés, est-ce que la fierté québécoise n'est pas en train d'en prendre un coup? Bien, écoutez, le problème qui existe aujourd'hui dans nos CHSLD n'est pas un nouveau problème. C'est un problème qui est là depuis plusieurs années. C'est un problème qu'on a essayé de régler en augmentant les budgets des CHSLD, mais qu'on n'a pas réussi à régler parce qu'il y a plein de postes qui sont restés non comblés. Donc, je l'ai dit, on est arrivé dans cette crise mal équipés dans nos CHSLD, dans nos résidences pour aînés. Donc, ce bout-là, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je me dis, là, il va falloir, une fois la crise réglée, là, qu'on s'assure qu'on traite beaucoup mieux nos aînés. Effectivement, c'est un peu gênant ce qu'on a devant nous. On a essayé de le régler, mais on n'a pas réussi. Et on va réussir dans les prochains mois à régler ça, parce que moi, je veux qu'on soit fiers de toute la société québécoise, incluant de la façon dont on traite nos aînés dans les CHSLD. Docteur Arruda. Je veux appuyer ce que le premier ministre dit, mais je voudrais aussi appuyer tous les Québécois qui ont jusqu'à maintenant respecté nos consignes de distanciation, etc. Ça nous a encore permis de ce que j'appelle l'invisible impact qu'on ne voit pas. C'est ces vies qu'on a sauvées dans la communauté.
Et je veux remercier aussi éventuellement d'être très fier des entreprises québécoises et des milieux de vie, garderies, écoles qui vont éventuellement réouvrir en respectant les consignes qu'on va mettre en place parce que ce qu'on va faire dans l'avenir va être changé à tout jamais. En télétravail, etc., etc. Donc, il faut rester fier de ce qu'on a fait. Il faut réfléchir et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans nos CHSLD. Il faut aussi, comme collectivité, au-delà des institutions, réfléchir sur comment on agit ou on interagit avec nos personnes âgées au Québec. C'est aussi une question de société, à mon avis. Donc, restons fiers de ce qu'on est. Traversons ensemble, restons unis, surtout pas divisés, si on veut être capable de voir venir des meilleurs jours. Merci. On complète pour nos questions en français aujourd'hui avec Marie-Michel Sioui, du journal Le Devoir. Bonjour, bon après-midi. La docteure Joanne Liu est une sommité mondiale en matière de lutte contre les épidémies. Est-ce qu'elle sera intégrée à votre cellule de crise? Je pense que les deux ont parlé à Oui, Dr. moi Liu. j'ai parlé à Dr. Liu cette semaine d'ailleurs. Et oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Dr. Liu. D'ailleurs, j'ai suivi sa carrière, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Et on a eu un bon échange et effectivement, Dr. Arruda lui a parlé aussi. Elle est en lien aussi avec notre sous-ministre, Mme Rosebush, notre sous-ministre qui s'occupe de toute la sphère des milieux de vie. Alors, Mme Liu, Dr. Liu, va certainement être impliquée dans le dossier de la prévention des infections. On a des équipes à mettre sur pied plus importantes là, pour faire le tour des CHSLD au niveau de la prévention des infections. On a déjà des équipes dans les établissements, mais étant donné la situation actuelle, il faut en faire davantage. Il faut mettre davantage de personnes qui s'occupent de la prévention des infections. Mais Dr. Liu va travailler avec nous là-dessus. Et elle va aussi travailler en lien avec le dossier des sites non traditionnels, ce qu'elle connaît bien. Pour avoir œuvré là, dans toutes sortes d'épidémies. Alors, les sites non traditionnels qui se développent au Québec, les sites non traditionnels, c'est pour nous donner plus d'espace, pour justement séparer les gens qui ont la COVID-19 des gens qui ne l'ont pas dans les CHSLD. Alors, on les développe de plus en plus. Il y a l'Hôtel Dieu qui s'en vient à Montréal, une centaine de lits. Et Dr. Liu va être impliqué dans ce dossier-là aussi. Rapidement, sous question. Parmi le millier de soldats que vous appelez en renfort, M. Legault, il y en a 550 qui n'ont aucune formation médicale, puisqu'à l'inverse, il y en a 450 qui en ont une. Tant qu'à appeler... pour l'instant, on a seulement 65 soldats qui ont une formation. Il y en aura peut-être un autre 65 qui vont arriver, qui ont une formation en santé, mais tous les autres, donc les 1000 qu'on demande, n'ont pas de formation en santé. D'où ma question, tant qu'à faire appel à des soldats qui n'ont pas de formation médicale, pourquoi ne pas aller chercher des médecins qui sont venus de l'étranger, qui ont passé tous leurs examens, puis qui sont à l'étape de faire leur résidence, ou carrément lancer l'appel à l'ensemble des Québécois? Je veux être bien clair, là, parce que ça fait une couple de fois que je vois ça comme proposition. On ne refuse aucun médecin étranger qui veut venir travailler comme infirmière ou comme préposé. Comme médecin, c'est pas là qu'il nous manque de personnel, là. Ce qui nous manque, ce sont des infirmières puis des préposés aux bénéficiaires. Donc, s'il y a des médecins étrangers qui sont prêts à venir travailler, à donner des soins de base dans nos CHSLD, on a les bras tout grands ouverts pour les accueillir. Mais comme médecin, c'est pas là qu'il y a la pénurie actuellement. C'est ça le problème qu'on a eu au début, c'est que les médecins spécialistes voulaient remplacer les médecins de famille, mais il ne manquait pas de médecins de famille dans les CHSLD. Ce qui manque, c'est des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. On a essayé d'amener plus de médecins spécialistes qui viendraient agir comme infirmières. On a trouvé 350. Mais là, on n'en trouve pas d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher les 1000 soldats. Merci. Le temps file. On doit donc passer aux questions en anglais. First question, Cathy Sonnet, CBC News. Good afternoon. Bon après-midi.
Les experts disent que les provinces devront en faire davantage sur le plan des tests de dépistage lorsque nous allons redémarrer l'économie, rouvrir les entreprises et les écoles. Vous proposez de présenter un plan pour la semaine prochaine. Comment la province est-elle préparée pour cela? Le plan sera annoncé la semaine prochaine, ce qui ne veut pas dire que les entreprises vont rouvrir la semaine prochaine. C'est une approche graduelle. Nous allons présenter certains plans. Nous avons aussi commandé du matériel pour étudier, mener des tests épidémiologiques sur les gens et ça fait partie de la stratégie lorsque nous allons rouvrir certains secteurs. On devra tester la population, pas seulement ceux dans les CHSLD. Évidemment, on va garder notre capacité de diagnostiquer le virus s'il y a des situations spécifiques ou des cas d'éclosion, mais généralement, on va augmenter les tests, la capacité de tests dans les laboratoires. Je suis désolé, Mme McCann, mais on entend encore des histoires à propos de pénurie de matériel de protection médicale. Il y a des syndicats qui représentent du personnel. Comment cela peut-il être possible que des travailleurs du front dans le système de la santé disent une chose et que vous disiez son contraire? Comment se fait-il qu'on manque encore d'équipements de protection médicale? Nous avons le matériel de protection nécessaire. Je pense qu'il s'agit d'un problème de distribution à un certain point. Mais vous savez, j'ai reçu des appels, des courriels de situations comme celle que vous décrivez, quelques fois par jour, une fois par jour, et nous répondons très rapidement à ces situations. Aujourd'hui, je le réitère, nous voulons savoir où sont les enjeux et on veut répondre très rapidement, pas 24 heures plus tard, le même jour où le besoin se fait ressentir. Évidemment, idéalement, nous aimerions que la distribution soit parfaite. Nous avons plus de 2600 endroits où nous avons des aînés hébergés. Certains de ces endroits sont dans le secteur privé. Vous savez, il s'agit d'une situation nouvelle. En général, je vous dirais que la distribution va bien, mais je sais qu'il y a des exceptions. Alors, dites-nous, appelez-nous, écrivez-nous et on va répondre très rapidement dans l'espace d'une heure. On est organisé pour cela et tout le monde devrait avoir l'équipement nécessaire parce que nous avons l'équipement nécessaire. En parlant d'équipement de protection médicale, nous avons un cas à l'hôpital général de Lakeshore où des médecins, des infirmières reçoivent en ce moment de l'équipement expiré, des masques N95 expirés. Certains de ces masques semblent avoir expiré il y a 11 ans de cela. Comment se fait-il que des travailleurs de la santé reçoivent des masques expirés et qui est responsable de la vérification de ces équipements? On va regarder cette situation. On a des masques N95 en quantité suffisante pour répondre aux besoins. Après cette conférence de presse, il y aura un appel de fait et nous voulons savoir ce qui se passe et nous allons envoyer des masques N95 qui ne sont pas expirés. Il n'y a aucune raison que cela se produise et on va mener des vérifications. Nous savons qu'il y a eu quelques cas à l'hôpital Sacré-Cœur où des patients COVID ont infecté des patients souffrant du cancer ou encore ont pu également infecter des gens immunosupprimés. Des membres du personnel avaient anticipé que cela se produirait. Comment pourrions-nous stopper la propagation de la COVID-19 au sein de ce type d'institution? Ce que vous dites est préoccupant et je veux être clair en ce moment. Il ne devrait pas y avoir de confusion ici. L'hôpital du Sacré-Cœur est un hôpital désigné pour les patients de la COVID-19. Il y a plus d'une centaine de patients COVID-19 et ils ont la capacité de prodiguer des soins nécessaires. Cette zone où sont traités les patients COVID-19 est complètement séparée du reste de l'hôpital. Et j'ai demandé une description de la situation parce que j'ai été mise au courant de la situation. Je veux vous dire que nos hôpitaux en ce moment sont organisés de cette façon. Il y a un hôpital à l'intérieur de l'hôpital. Il y a un hôpital pour les patients COVID-19 qui est hermétiquement fermé. Il n'y a donc aucun contact avec le reste de l'hôpital. Il y a d'autres services, par exemple au Sacré-Cœur, l'oncologie, la dialyse, le service de dialyse.
Et dans ces services, ils doivent s'organiser, organiser les soins de façon séparée pour les patients COVID-19 et ceux qui n'ont pas le virus. Alors, ces patients-là, COVID-19, doivent être traités à différents moments, dans différents secteurs, et ceux qui n'ont pas le virus doivent être traités dans un autre endroit. Même chose pour la dialyse. Je suis au courant qu'il y a un patient qui, en oncologie, est mort de la COVID-19, mais je veux être certaine que les gens comprennent que les patients COVID-19 dans un hôpital désigné sont dans un endroit fermé dans l'hôpital. Et il n'y a pas de contact avec le reste. Question pour M. Legault. Nous savons que l'éclosion au Québec de la COVID-19 est concentrée dans les CHSLD, principalement à Montréal, et nos hôpitaux ne sont pas débordés. Pourquoi donc la province en totalité doit être en confinement? Et pourquoi ne pas ouvrir une région par rapport à une autre? C'est ce que nous allons annoncer la semaine prochaine. Mais évidemment, on doit prendre en considération que les cas sont très concentrés dans la région de Montréal et de Laval. Nous devons prendre cela en considération afin de décider où nous allons rouvrir les écoles en premier. Évidemment, cela veut aussi dire que nous devons être très prudents pour les voyages entre les différentes régions. Question pour M. Arruda. Mardi, le chef de la santé publique de l'Ontario a dit que le nombre de cas confirmés devra baisser à moins de 200 nouveaux cas confirmés avant que la province explore l'idée de rouvrir l'économie. Pourriez-vous nous dire quel serait le chiffre magique pour le Québec? Le chiffre magique n'est pas le même à tous les endroits. Cela dépend de l'épidémiologie locale. Alors, si c'est 200 cas, c'est en raison du modèle de courbe qu'ils utilisent et la façon dont ils calculent la courbe. Comme je vous dis, il y a des cas probables en Ontario qui ne font pas partie de l'équation. Ce que je vous dis, c'est que ce ne sera pas un chiffre, ce sera une décélération de la transmission et le calcul du R0. Donc, que chaque cas ne donne pas plus d'un cas en termes de transmission. Question pour M. Legault. Vigie Santé, qui est une résidence privée pour les aînés, a écrit aux membres des familles de ces résidents qu'il n'y a aucun signe d'aide à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Oh, il y a eu de l'aide. Le dernier rapport que j'ai obtenu juste avant la conférence de presse, le CIUSH de l'ouest de l'île est vraiment en train d'envoyer du personnel pour aider cette résidence privée. RPA. Et il y aura de l'aide en quantité suffisante pour aider le personnel sur place. Alors, on s'occupe de cette situation. Question pour M. Legault. Lorsque l'on regarde les différents graphiques, au chapitre du nombre de morts par million de personnes, le Québec est assez haut dans la liste. Comment vous sentez-vous? Comme M. Arruda l'a mentionné d'emblée, on doit d'abord se comparer avec des données comparables. En ce moment, au Québec, nous déclarons l'ensemble des décès, y compris dans les CHSLD, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et si on se compare avec des pays qui ont de très grandes villes comme Montréal, des villes, en fait, des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, ce sont des pays qui ont tous plus de morts par million d'habitants par rapport, évidemment, au Québec. Thank you very much. C'est tout le temps que nous avons. Merci, ça complète pour cette conférence de presse et à demain. Premier ministre.